Apes do not kill apes. Listen to me. Don't move. I want to talk to you. Sit down. Et si je te mets une balle dans la tête, hein, qu'est-ce que tu penses de ça? Vous avez un peu abusé de la bouteille, est-ce que je vois? The security of this nation depends on complete and total compliance. Bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Cinéca, cette fois-ci au grand complet, puisque les vacanciers sont en fin de retour, on n'est plus en tête-à-tête avec Aurel, donc on a récupéré... On est bronzé. Bah, vous êtes bronzés surtout. Oui, comparé à nous, vous êtes vachement forcément, bronzés. nous, on a été de cul là, par rapport à vous deux, donc Tristan et Aurel nous font l'honneur de leur présence. Nous on profite ce de la soir. vie, on fait pas qu'aller dans les salles obscures. Bah ouais, mais nous, on y croit au cinéma, voilà. Ouais. C'est notre passion, on y Et va. puis si tu rajoutes ça le bien. temps pour... voilà. On n'ira pas plus loin. On va là aussi climatiser. En tout cas, on est ravis de vous retrouver, les gars. Pour les parce qu'on- vampires, c'est le temps pour les vampires, c'est ça. On a tenu un peu la baraque avec Aurel cet été Ah, les Thénardier quoi. à enchaîner plutôt des bons films, malgré tout. Ouais. J'ai cru des bons podcasts. Tu sais, avec Alors, le ça, on recul sait- du- ça, on le saura recul pas. du jugement. Ça, on sait pas. Bon, on a fait des plutôt bons podcasts. Mais ouais. Mais ouais, mais Oui, faut le dire, Ah. merde. Bon, Quand en on tout est cas bon, dans faut l'eBay le ils dire. étaient plutôt dithyrambiques hein. Tout à fait. Tout à fait. Donc non c'est plutôt une bonne chose hein. En tout cas, là, l'équipe est au complet pour une jour. émission classique. On va enchaîner tout direct. Aurel, qu'est-ce qu'on va voir ce soir? On va voir La planète des singes, le dernier en date, qui est Suprématie, puis le numéro d'avant qui était L'affrontement. Matt Reeves, pour le présenter rapidement, c'est un gars qui a une carrière hyper intéressante parce que il a commencé par deux films qui n'étaient pas sortis en France, qui étaient Future Shock et Le Porteur de Cercueil, et puis surtout, on le doit un peu à... Ouais, ça c'est deux films qu'il a fait, qui n'ont pas été... Ou alors peut-être que tu connais, mais c'est des vieux Alors trucs. Future Shock, non ça me parle parce que c'est le nom d'un jeu vidéo extrêmement Ah bah, extrêmement connu 1993. et ça pourrait être mais ça me m'étonnerait que ce soit une adaptation. Peut-être. Peut-être. Ou peut-être qu'il a bossé en fait sur Future Shock. Tout simplement. Mais en tout cas, c'est Ça rangé me dans la parle case pas. Je crois cinéma. pas qu'il y ait eu Future d'adaptation de... Bioshock, c'est l'ancêtre de Bioshock. Non, Mhm. c'est pas Future Shock. On rediscutera ça mais c'est Future Shock. Tout à fait. Enfin, c'est la suite On a perdu quelqu'un. Ouais, non, mais je pense que vous parlez de la suite de Mario Kart, c'est C'est évident. System. C'est System C'est Shock. System Ah Shock. System Shock merde. Future Shock, rien à voir. Système U, non, c'est là où tu es. Ouais, Bon. ça se passe dans un magasin. Donc là, vu qu'on vient de perdre à peu près tout l'auditoire qui n'aime pas les jeux vidéo, on repart sur... Ouais. En tout cas, nous, on le découvre avec, en 2008, Cloverfield, merci J.J. Abrams, c'est ça, hein, au producteur. Et Production Bad Robot. voilà, Bad Robot, qui est un chouette petit film de science-fiction qui avait surpris tout le monde. c'est pas de la SF. Petit film de monstre. Un Kaiju Ega Ouais, oui. en found footage. en found footage. Ouais, qui est plutôt cool, moi que j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, il a la lourde tâche d'adapter, qui moi est un de mes films préférés, c'est-à-dire Morse pour la version, qui est un film suédois de mémoire. Donc celui-là s'appelle Let Me In, c'est l'adaptation américaine et en plus elle est extrêmement intéressante parce qu'elle aura ce paradoxe de ne pas avoir tout à fait la même fin. Moi je me souviens pas, je sais même pas si je l'ai vu. Je te la conseille, c'est avec... Moi, j'ai Moi, pas je l'ai vu mais je sais pas si j'ai vu l'adaptation. Mais effectivement, a elle vaut vraiment priori, le coup d'œil. Elle vaut vraiment le coup d'œil. de ce que j'ai cru comprendre, il a bataillé avec les studios pour imposer la fin qu'il voulait, qui n'est pas la fin de Morse. Mais qui est aussi intéressante. Ouais, a Qui est priori, vraiment aussi intéressante. on l'a un peu catalogué un peu vite comme étant une adaptation rapidos d'un Carrément pas. Il- d'un petit film non. étranger. Ouais, et Il n'était pas que réel sur Let Me In. Ah si, Si. peut-être. Je sais C'est quoi pas, qu'il j'ai pas, dit, j'ai il pas était vérifié. pas- je crois qu'il écrit aussi ses Ouais. scénarios. Ouais, il Enfin, bosse j'en pas, suis même il sûr. bosse pas mal. Donc en tout cas, moi, vous voyez les deux films, vous verrez les différences et vous verrez surtout que c'est pas qu'un remake, tu sais, un copier-coller. Ouais, ouais. Voilà, il a fait autre chose tout en gardant le même esprit et ça a fait un film qui est vraiment génial avec Chloé Moretz qui était toute gamine. Je crois que c'est son premier vrai gros rôle, donc qui est toujours intéressant. Je crois que c'est post. Non, c'est avant. C'est 2010, hein, donc c'est à mon avis c'est avant qu'il casse. Ah oui. Ensuite, il part directement 4 ans plus tard sur Les Singes d'Affrontement, donc qui est donc après le premier qui était Les origines. Les Origines, c'est ça, La planète des singes, Les Origines.
Et donc il avait repris la franchise en main pour différentes raisons, parce que je crois que les studios, même si ça avait bien marché, avaient été déçus un peu de quelques retours et voulaient donner une autre orientation. Et donc moi je trouve que ça s'est vu. Il a sorti l'affrontement que moi je trouve absolument magnifique et génial. Et puis comme les choses marchent plutôt bien pour lui, il est prévu, il a été catapulté sur un projet qui est extrêmement attendu, qui est donc The Batman en 2019, avec ou sans Bernard Fleck, on verra bien, parce que ça a l'air un peu compliqué, mais en tout cas voilà, le monsieur grimpe. Là se voit confier la franchise que beaucoup de personnes rêveraient d'avoir. Voilà. Parce qu'il est sur du meilleur, sachant que c'est un mec qui est quand même super intègre, enfin dans sa façon dont il pour l'instant évolue. Pour lesquels on a assez peu de doutes sur sa capacité à tenir à distance le studio, ou en tout cas à défendre ses idées. C'est ça. Alors peut-être qu'il nous fera une write en claquant la porte en cours de route. Parce qu'ils ont fait comme la place nette là. C'est plutôt Bernard qui a été foutu de côté en disant t'es gentil. Non, puis surtout il a l'air de très bien savoir mener sa barque et de pouvoir. C'est un mec qui a bossé pas mal avec J.J. Abrams, parce qu'il a bossé sur Felicity, tu sais, la série. Oui. Voilà, c'est là en fait d'où ils se connaissent et qui, à mon avis, fait que du coup ensuite c'est Abrams qui lui met le pied à l'étrier pour Cloverfield. Et puis moi je trouve très intéressant, il a été scénariste aussi sur The Guards de James Gray, donc qui est absolument génial, peut-être le meilleur Mark Wahlberg et un des meilleurs. On en a déjà parlé. Un des meilleurs James Gray que moi je vous recommande, et avec Joaquin Phoenix, enfin un film absolument génial. Donc voilà. Le budget 150 millions, on est dans un truc lambda pour un blockbuster d'été. Les résultats sont par contre décevants, là où le premier avait fait quasiment un petit peu plus d'1 milliard. Le deuxième avait fait 700, et là on est à 348 péniblement, alors que voilà. Et pourtant j'ai lu aucune mauvaise critique. Les critiques sont dithyrambiques. Donc un peu surprenant que ce film-là ait un si peu score. Donc est-ce que ça réserve un ton particulier? Est-ce que ça veut dire que c'est un film du coup qui est peut-être pas trop accessible et que c'est peut-être pas vraiment un blockbuster? Moi du coup ça me fait réfléchir. On verra bien. Le casting, c'est du connu et de l'archi-connu, ce qui est, moi, je trouve, vous retrouvez évidemment Andy Serkis qui assure le rôle de César. On va voir jusqu'où. De toute façon, quand on parle de motion capture, maintenant, il est casté systématiquement. Et ce qui va être là peut-être intéressant, c'est de voir justement, tu vois, il y a 3 ans entre les deux films. La technologie, on en reparlera, mais la technologie a évolué. Ouais. Ce qui explique peut-être aussi le fait que le film n'ait pas bien marché, c'est que, à part Woody Harrelson, dont tu vas discuter, il n'y a pas de grande figure. Ce que je vais vous dire, après, c'est que des castings voix, en fait. Moi, je connais, par exemple, Steve Zahn, qui du coup est un acteur comique, voilà, Judy Greer, et une petite, une autre petite, un nom qui a l'air d'être dans le casting et qui a l'air de faire une humaine. Quel rôle? On verra bien. Celle qui fait Nova, Amiah Miller, je crois que c'est la gamine qu'on voit sur les affiches derrière César. Ouais. Donc du coup, on verra bien ce qu'elle fait là-dedans. Donc là où je voulais en venir, c'est que en France, on n'a pas eu beaucoup de promos sur le film. Il n'y a pas eu de tour, de press tour d'organiser. J'ai pas vu moi Woody Harrelson embarquer le film, faire de la promo. Et en France, il n'y a moi j'ai vu sur Quotidien sur TMC Andy Serkis qui est venu. À qui on a beaucoup parlé de Gollum, de Cape Haddock et moins du film, même si lui a essayé de faire de la promo, mais j'ai pas l'impression qu'au niveau marketing... Surtout des affichage. Beaucoup d'affiches, mais à part ça, effectivement... J'ai pas l'impression que le studio ait vraiment poussé le film... Ce qui est un peu étonnant, parce que vu le carton du deuxième... Bref. Donc on verra bien. Qu'est-ce qu'on en attend, rapidos? Tristan, t'as pas beaucoup entendu. Avec une petite particularité. Moi j'ai la particularité, c'est que aujourd'hui on va voir du coup le 3. J'ai vu hier le 2 et avant-hier le 1. Donc je vais avoir cette que tu découvres. Tu l'avais jamais vu auparavant ? Non, j'avais jamais vu. C'était pas quelque chose qui m'avait attiré, mais donc du coup pour le podcast, pas très poil. Je me suis mis exactement. Et la difficulté. Encore une thématique poil. Comme d'habitude. Et ici ça sent le poil. Du coup, est-ce que j'ai une attente? Oui, forcément, parce que du coup voir les deux premiers, il y a déjà la curiosité de voir cet enchaînement. Et puis j'ai pas mal aimé, on en rediscutera, mais peut-être pas mal aimé le premier, un petit peu différent pour le second. Et du coup, là, je suis intrigué de savoir comment il va pouvoir finir. Différent pour le second. Donc voilà, il y a T'as le gardien du temple en face de toi. Il y a de l'attente, mais ça... Sven moi, c'est très particulier. J'ai bien aimé le premier, que j'ai vu...
à peu près la même période, en plein été. Avec des potes. Non, mais je suis un peu tombé dessus par hasard sans y attendre grand chose. Et je suis pas un fan de James Franco, mais je trouvais que l'écriture et la progression des singes dans l'espèce de, c'est pas un zoo, mais tu vois le lieu où il était plutôt intéressant. Je trouvais plus intéressant du film. Voilà. Après, clairement, tu sentais que le film n'avait pas beaucoup de moyens et que on avait fait avec ce qu'on avait. Et là où ça devient pour moi, j'ai une relation avec la franchise très particulière, c'est que je garde pas beaucoup de souvenirs du 2. Alors je te vois, tu me fais les gros yeux là. Ouais, non, je déteste. Je garde pas beaucoup de souvenirs du 2. Là, de ce que j'en retire, c'est un film trop long, très bien écrit, avec une progression intéressante, mais trop long. La prise du fort, là, ça prend des plombs. Ils attendent. J'ai en tête des images de comment il s'appelle Oh, tais-toi, infidèle. Avec la moustache. Gary Oldman qui attend. T'es même pas capable de reconnaître le commissaire Gordon quand même, merde. Qui attend, qui poirote du haut de sa rambarde, que ça pète. Et du coup, Matt Reeves, j'en gardais pas nécessairement un souvenir d'un grand metteur en scène. Et de le voir arriver avec ces critiques-là qui sont hyper positives, de le voir reprendre Batman, je me dis que j'ai peut-être loupé un truc. Et du coup, j'attends ce film-là avec pas mal d'impatience pour voir s'il concrétise les choses. Et surtout, ce qui moi m'intéresse, c'est un détail, mais 2014-2017, il y a 3 ans de développement, là où on est sur des films qui s'enchaînent, de voir ce qu'il a pu faire en 3 ans de ses personnages, ça m'intéresse plutôt pas mal. Donc je suis un peu chaud. Moi, j'attends. C'est bien. Beaucoup aimé le premier, mais vraiment sans doute beaucoup plus que le deuxième. Enfin, peut-être beaucoup plus. Merci, plus que le deuxième. Pour des raisons qui tiennent à l'histoire elle-même. Mais tu peux le dire, tu kiffes James Franco en fait. Ah, je kiffe James Franco. Je pense que tu vas le kiffer dans Covenant, il est vraiment déterminant, il a un rôle passionnant. Parce que Stéphane n'a toujours pas vu Covenant. On l'appelle la saucisse grillée dans le... dans le milieu. J'adore vraiment le premier par l'ambiance qui plante, par la progression et puis se dire en fait quand tu n'as que le film après avec de la licence originale en tête, je trouve que c'est passionnant d'essayer de commencer à faire le lien entre cet épisode 1 et puis ce que tu connais après de la franchise. Je trouve ça absolument passionnant. Le 2 je l'aime beaucoup, même si je trouve peut-être plus formaté au niveau de sa progression. De la façon dont il est la progression conventionnelle. Oui, tout à fait. Ouais. Mais je garde vachement d'images, tu vois, la scène d'ouverture qui est grandiose. Non, mais je m'en souviens magnifique. Pas. Mais j'ai un rapport avec ce film hyper particulier. C'est-à-dire qu'il y a des trucs dont j'ai l'impression que je me souviens pas. Je me souviens de certaines images, notamment il y a un tank qui arrive sur la fin, il y avait une scène dans la bande-annonce. Voilà, j'ai quelques images fugitives de l'affrontement entre les deux singes, entre Koba et César, qui était plutôt bien amené. C'était chouette, hein. Mais j'ai plus d'images. Do not kill apes. Ah, c'est pour ça que tu l'aimes bien. On dirait le Roi Lion, quoi, ce truc-là. Tu vois, on dirait le Roi Lion. Mais oui, putain. Donc attendu. Oui, attendu, forcément. À Aurélien, on ne te pose pas la question. Parce que oui, moi j'attends l'apothéose parce que le premier, je l'avais trouvé moi gentillet. Mais le film, en fait, globalement, je l'avais trouvé moyen parce que je trouve que il y a plein de choses qui fonctionnent pas et qui sont pas intéressantes. Le casting en premier lieu, je pense qu'il est sauvé par John Lithgow qui fait la relation en fait avec le grand-père et le singe et ce qui se passe effectivement dans tout le parcours des singes et leur émancipation qui est passionnant. Le reste est à chier. Non, tu peux pas. Le reste est vraiment pas intéressant. Il te dit que c'est à chier. Le deuxième, il a de mauvaise foi. Le deuxième. Il va dire qu'il va pas aimer Valérian, tu vois. Faut qu'une première, le putain. Et le deuxième, moi, m'avait plu dans tout. C'est-à-dire que j'avais aimé la rupture de ton qui était beaucoup moins naïve. J'avais aimé la rupture de ton esthétique avec, je trouve, un filmé dans des décors naturels qui était absolument magnifique, tout en forêt, l'antre des singes, les décors, etc. Enfin, tout, je trouve que pas mal d'inspiration. Il y avait énormément de qualité. On upgradait pour moi la franchise. Ah oui, clairement. Ouais. On noircissait aussi les choses qui faisaient qu'on commençait à avoir des choses extrêmement intéressantes. Il y avait des trucs moi qui étaient fous. La première fois qu'ils touchent une arme, enfin tu vois, les premiers singes à cheval avec des armes. Enfin c'est
Moi, on rentrait, ça convoque un peu. il y avait des choses iconiques qu'on commençait à apercevoir. Et avec, moi, ça m'avait fait cette écriture de personnage de César qui était absolument dingue. Et donc, je me demande, moi aussi, où est-ce qu'on en est. Et du coup, je te coupe, mais l'acteur principal, l'humain, c'était le navet, le mec hyper fadasse de Genesis, qui a aucun charisme. Mais qui est une grosse erreur des deux. Je ne supporte pas. Jean-Michel, pas de charisme. Ouais, alors tu vois, c'est étonnant parce que dans les premières minutes du film, c'est ce que je me suis dit. Et en fait, j'ai bien aimé finalement que le film soit pas vampirisé par une star parce que je trouve que c'est tellement plus intéressant. Ou un bon acteur. C'est peut-être un peu le risque là avec Woody Harrelson. C'est tellement plus intéressant, je trouve, moi, d'avoir. Parce que moi, très rapidement, en fait, si tu veux, mon choix, il est fait. Ce qui se passe dans les humains, j'en ai rien à branler. Donc, si tu veux, je m'en fous complètement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les singes se structurer. Mais c'est ça. Il est biaisé. Je m'en fous, mais si tu veux, je m'en fous. Pour moi, effectivement, si tu regardes celui qui a le plus d'intérêt, c'est peut-être Gary Oldman, qui du coup incarne cette espèce de vieille humanité, qui se raccroche à l'espoir que peut-être encore va y avoir ils vont réussir à se sauver, qui va réussir à les emmener, etc. Ça c'est biaisé comme truc. Et si tu veux, voilà. Ce qui est quand même. Mais moi, ça m'a pas gêné, si tu veux, qu'il soit pas charismatique, parce que justement, je trouvais que finalement, il dans le côté lambda un peu, on pouvait plus facilement du coup l'accompagner et aller avec lui. C'est biaisé parce que tu sais que les singes de toute façon vont gagner. Donc moi, t'es focalisé sur la façon dont ils vont gagner. Donc les humains en effet sont très. C'est un peu puéril comme réflexion, mais là en l'occurrence, tu prends fait et parti pour les singes, alors que les premiers prenaient fait et parti pour l'humanité. Oui. Donc en fait, on se réjouit de la prise de position des singes qui vont annihiler l'humanité. Donc la tournure du film par rapport au premier avec Charlton Heston est quand même particulière. Mais je suis d'accord avec toi. Là, moi, la seule inquiétude que j'ai par rapport à ce film, c'est Woody Harrelson. J'ai pas envie de le voir nous faire du Marlon Brando dans Apocalypse Now, et j'ai pas envie qu'il tire la couverture à lui et qu'on le retrouve à prendre tout le film. Alors je pense que là-dessus, Woody Harrelson, c'est pas un voleur. Non. C'est un mec qui sait rester à sa place. Toi, l'apport du studio, du mec qui dit, moi j'aimerais bien quand même qu'on le voit un peu plus en plan parce que il nous a coûté un peu de sous. Woody Harrelson, tu peux le caster dans à peu près tous les films dans lesquels t'as un militaire un petit peu bourru, quoi. C'est le mec, tu sais que tu peux le caster. Il a pas fait beaucoup de rôles de militaire, Woody Harrelson. Pour moi, c'est plutôt, c'est un peu comme Matthew McConaughey, c'est depuis Tour Détective. Oui, c'est un peu le cutéru qui a un accent texan à décorner les bœufs. Ça, plus Bienvenue à Zombieland, tu vois, c'est vraiment le redneck. Moi, on met en figure militaire. Tu le mets en mec. Et moi, c'est pas l'acteur, c'est vraiment la volonté du studio de dire t'es gentil avec tes singes, ça nous coûte une blinde en post-prod. Par contre, Woody Harrelson, lui, on va pouvoir l'envoyer chez Oprah, chez les Late Show et compagnie, donc il faut qu'on le voit à l'écran. D'accord ? En même temps, si t'as un personnage iconique comme César, je pense que tu peux pas. Enfin, il faut au moins avoir une sorte de méchant humain qui va être à la hauteur du charisme qu'ils ont pu donner à César au travers de la série. Parce que sinon, si l'humain est totalement insipide, il faut quand même une gueule. César, tu le reconnais malgré tout. Dans le 1 et dans le 2. Surtout qu'il devient de plus en plus ultra charismatique. Surtout qu'en plus, là, forcément, les titres français sont très compliqués. C'est War of the Planet of the Apes. Oui. Donc on a peut-être plus les atermoiements du 2 où là on est clairement dans des antagonismes qui vont être clairement affichés. Première guerre. Donc on nous prenait que c'est le round final, c'est où ça passe ou ça casse. C'est War for the Planet of the Apes ou un truc comme ça. Enfin en tout cas c'est War. Ok. Bon, on y va ? Bah ouais, on y va. Let's go. Donc on sort de la planète des singes suprématie. On va débriefer tout ça. Petite amorce avant de commencer. Le podcast sera garanti sans spoil majeur sur l'histoire. On va essayer de vous ménager l'histoire qui est quand même très présente dans le film. Qui veut dire un premier mot là ? Moi je veux bien. Je veux bien parce que du coup j'ai le regard un petit peu particulier d'avoir vu les 3 à suivre. Alors très clairement les 3 films sont hyper cohérents. C'est-à-dire que dans la suite logique, il n'y a pas de moment où je me suis dit ah mais non ça va pas du tout avec ce que j'ai pu voir hier ou ce que j'ai pu voir avant-hier. Il y a vraiment une continuité et ça c'est quand même assez fort parce que quand on voit que le deuxième était de 2014 et aujourd'hui on est en 2017, donc cet écart. Ça fait 300. Oui, mais cet écart pouvait laisser penser que il y allait avoir un certain nombre d'incohérences. Et là-dessus c'est très bien et si tu as aimé en tout cas le 1 et le 2, tu retrouves totalement dans le 3. Donc là-dessus, il y a quelque chose de super intéressant. Après, sur le film en lui-même, sans spoil, moi je trouve qu'on se retrouve
Mais là, c'est peut-être parce que j'ai vu le 2 hier, j'ai l'impression d'avoir vu le même. En allant un petit peu plus loin, mais pas assez loin pour en faire un film totalement différent du 2. Du coup, vous aurez peut-être pas le même avis, justement, parce que vous avez ces 3 ans d'écart qui vous dit ouais, en même temps, moi je m'en souviens plus vraiment, donc c'est quand même une redécouverte. Moi qui n'ai pas cette redécouverte-là, très clairement, ils sont très très proches dans la construction, très très proches dans le développement du personnage, on va pas plus loin. En fait, il y a vraiment un gouffre entre le développement du personnage de César dans le 1 et dans le 2. Très clairement, effectivement, c'est ce qu'on a pu dire dans l'intro, il s'affirme, il va devenir ce leader, il va devenir charismatique. Là, on est toujours dans cette continuité, mais en même temps, t'as pas beaucoup de changements. Il est dans le rôle qu'on attendait à la suite du 2, et en même temps, il va pas vraiment plus loin. C'est vrai, voilà, je suis pas du tout d'accord. sans spoiler. Mais là, je peux comprendre mais en même que temps, moi, j'ai vu vraiment les 3 à la suite. Donc, donc du coup, j'étais un petit peu déçu. Parce que du coup le 1 j'adore, le 2 est très bien mais je le trouve différent et je l'aime moins, mais ça c'est mes goûts personnels, et là j'ai l'impression d'avoir vu la même chose que le 2 en allant un petit peu plus loin, en étant un petit peu plus beau, avec une histoire qui est pas dégueulasse, mais voilà, je ressors pas avec un grand sourire en me disant ouais, j'ai vu 3 films complètement différents. Aurel. Est-ce que c'est pas le film du tout que c'est pas que j'espérais, c'est pas du tout le film que je pensais voir. Et voilà. Et moi j'en arrive à la 3e film qu'on voit ensemble. C'est dingue. C'est pas du tout le film que je pensais voir. C'est-à-dire que je pensais qu'effectivement, de par le titre du film, de par la bande-annonce, on allait avoir en fait une guerre, que ce soit un film de guerre, etc. Voilà. Et c'est pas du tout ça. En fait, c'est un revenge, pas un revenge. Un revenge, ouais, avec Matinée. Moi, j'ai vachement pensé à Invasion. Ouais, mais enfin surtout si tu veux aux 10 commandements, quoi. Enfin c'est Moïse. C'est je trouve qu'il devient plus que, moi je trouve au contraire qu'il y a une évolution, c'est-à-dire que il est plus simplement contraint par la force des choses de s'affirmer comme le chef. Et de montrer un peu sa force, qui effectivement Koba le contraint dans le 2e film à devenir. Là, il est au-dessus de ça, et il y a cette scène, enfin moi la scène d'ouverture où tu adoptes le point de vue et où il déambule parmi ses troupes pour évaluer un petit peu et ils sont tous à essayer de le toucher, ils tendent les mains, mais c'est fou. Et il est devenu christianique, il est devenu christique, c'est mythologique. Exactement, et c'est plus que ça. Pour moi, il y a un gap là-dessus, c'est-à-dire, et il a le rôle en plus très clairement de conduire son peuple en terre promise. Il conduit son peuple. J'avais pas du tout vu ça, moi. C'est ça, et effectivement après tu fais des aléas par le film d'évasion qui est absolument génial, moi je trouve. C'est une poupée russe ce film. C'est avec ça, avec. Sans trop spoiler. Voilà. Mais toute la partie du coup film de camp et d'évasion, vous comprendrez pourquoi, mais je trouve qui est magnifique, enfin qui est hyper astucieux, qui se suit, mais vraiment avec mais aussi. C'est la meilleure partie du film. Non. Moi je le trouve coupé en deux. Avec de l'humour en plus qui est réinjecté là où tu t'attends pas, avec ce sidekick là, Bad Ape, qui est assez surprenant et en plus qui est, je trouve moi, assez touchant. Ça aurait pu être un truc très casse-gueule. Moi je trouve ça forcé. Tout en étant ils ont fait ça. Ouais, je trouve que ça marche dans l'essentiel du temps, mais pour le faire fonctionner avec la petite un peu plus, même si là ils se sont sentis obligés de mettre un peu d'humour là-dedans. Moi je suis pas vraiment, je le trouve forcé. T'as une vraie dimension humoristique, mais vraiment slapstick presque à certains moments, qui est un peu trop. Qui est un petit peu un vrai changement de ton. Mais au début, ça m'a fait bizarre, et en fait, je m'y suis habitué et je l'ai trouvé. En fait, ça m'allait. Moi, ça m'allait. Moi, je trouve l'humour un peu forcé. Donc, en tout cas, Aurel, t'es plutôt emballé. Oui, parce même si c'est pas ce que je m'attendais à voir, la proposition, moi, j'y souscris complètement. Avec en plus, encore une fois, c'est un film qui n'hésite pas à faire ce qu'il faut pour boucler son histoire. On n'en dira pas plus, mais qui je trouve pose dans la continuité. Voilà, on découvre par exemple le petit clin d'œil, vite fait, on a la présence en filigrane de Cornelius, qui est donc pour ceux qui ont aimé les premiers, c'est donc la figure tutélaire
qu'on voit, qui est dans la continuité de César, dont on se demande effectivement dans les premiers films, voilà, qui est son fils, qui est évidemment, qui est aussi une figure du coup, et ça explique en fait le film, je trouve, a pris en fait le côté, c'est pourquoi est-ce qu'il devient, on vous rappelle en fait que ce singe-là va à créer finalement une dimension de Dieu, quoi, de Dieu vivant. Stéphane, rapidement. Exactement comme Aurélien, c'est-à-dire que ce film-là, j'attendais pas du tout quelque chose comme ça, parce que trompé sans doute par le sous-titre anglais, War, sans doute aussi par la fin du deuxième, qui amène quelque chose. Quand même. Alors a priori le titre c'est est très mal perçu en fait. Les gens du coup ne s'attendent effectivement, mais je pense que c'est en sortant de Baby Driver, moins Dunkerque, parce que je pense que Dunkerque, il y a eu un marketing dans lequel on l'a finalement vendu comme un film concept. Mais quand je le rapproche de Baby Driver, merci les bandes annonces, parce que c'est pas du tout. Et là où Baby Driver, on a été un peu échaudé par ce qu'on a vu, là c'est plutôt une bonne surprise, en tout cas en ce qui me concerne. Donc toi, pareil, t'as pas vu le film auquel tu attendais? Non, alors. J'avais pas forcément en tête qu'on pouvait faire ce genre de film avec cette base-là, et qu'on pouvait partir sur quelque chose d'aussi en fait proche d'un film de, j'allais dire sentimental, mais c'est pas exactement ça, mais en tout cas d'une vraie interaction avec des personnages. En fait, c'est un film sur des personnages, et plus qu'un film de situation. Et c'est ça qui m'a étonné, parce que oui, c'était évident, parce que les acteurs sont fabuleux, parce que la technologie fait que les singes, ils sont là, il n'y a pas de problème, on les remet pas en cause. Donc en fait, ça y est, on peut... et ce film permet de faire autre chose que du pam-pam, du boum-boum, et tu vois, de faire des explosions. Je trouve qu'il y a une vraie austérité, parce que le pari quand même, qu'on te donne, quoi. Et je comprends du coup moi un peu mieux les chiffres, je te pique la parole, mais je comprends un peu mieux, parce que en fait la proposition est quand même de suivre les singes, et tout est en langage des signes, quasiment, c'est dingue, sauf César qui parle. C'est gonflé sur un blockbuster et sur quelque chose qui doit être sous-titré quand même. T'as de l'incohérence quand même là-dedans, parce que quand tu regardes les trois de suite, le premier, donc il est le seul à parler, forcément. Le deuxième, on découvre Maurice, qui est un personnage récurrent, qui lui sait parler, ou en tout cas comprend le langage des signes, et du coup dans le 1 échange avec lui. Dans le 2, on voit certains parler, mais même César lui-même parle difficilement. Là, c'est pas un spoil. Dès le début, on se rend compte que César parle très bien. Il parle sans difficulté. Et avec un léger accent quand même, c'est ce qui le trahit. Mais il y a un véritable recul. Non, mais c'est hyper intéressant, parce qu'il y a un véritable recul sur les autres personnages. C'est-à-dire que sur la fin du 2, les singes qui sont autour de lui vocalisent vachement plus que ce qu'on peut trouver dans le 3. Et c'est-à-dire que dans le souci de cohérence, ça c'est un élément qui m'a un peu choqué. C'est-à-dire que lui, ils sont moins nombreux. Alors lui parle vraiment mieux, mais tous les personnages qui avaient une parole dans le 2 se retrouvent à retourner au langage des signes. Parce que tous ces acolytes qui étaient déjà présents, en fait, on sentait dans le 2 l'évolution, c'est-à-dire qu'ils se civilisent, mais ils se civilisent au travers de la parole aussi, de la communication. Ouais. Ils arrêtent le langage des signes et ils vont vers quelque chose de beaucoup plus parlé. Ce qui suit bien, c'est que effectivement dans le 3, César a un véritable langage fluide, mais en revanche, ça régresse sur les autres singes. Ça, moi, ça m'a gêné. Alors bon, on va peut-être après ces premières considérations, moi je suis un peu comme toi, hein, je m'attendais pas du tout à ce film-là, et derrière moi je prends une grosse claque. Pour l'instant c'est mon Gotti de l'année. Ah, carrément. Ouais, franchement. Ouais. On va peut-être d'abord essayer de traiter l'histoire, l'évolution des personnages, avant de voir la partie qui est peut-être plus simple à aborder, l'aspect mise en scène, etc. Bref rappel, le premier c'est donc la planète des singes, c'est l'histoire donc de César qui va créer une mini révolte au sein d'un environnement confiné, pour schématiser, avec James Franco qui est un scientifique qui va l'inoculer un virus qui va permettre de développer sa condition de singe vers autre chose. Le deuxième relate l'affrontement au sein des singes entre deux factions différentes qui ont une approche de l'humanité différente, et qui va entraîner un affrontement avec l'humanité. Et effectivement, le 3, avec ce sous-titre War, présupposait, comme en plus c'est annoncé comme étant le dernier de la trilogie, un affrontement définitif avec l'antagoniste présenté et incarné par Woody Harrelson. Et en définitive, sans effectivement spoiler, on a plusieurs films dans le film. On a une séquence d'ouverture qui est un film de guerre. Ah oui, ouais, c'est le tranché du Vietnam. Hein. Moi,
Et on a aussi, Aurel, la narration par l'image, les noms des mecs dans les casques. C'est tellement génial, ça. Incroyable. C'est tellement génial. Et en 3 plans, cette remontée de ligne. On en retombe sur la mise en scène, mais en 3 plans, il fou, rappelle l'antagonisme des choses. C'est fou quand même. Donc on a un premier film de guerre, on a ensuite un simili-film d'aventure avec un déplacement pour arriver effectivement sur un revenge matinée de trucs carcéral qui va nous amener au bout du film. Prison Break, quoi. Vous, l'histoire, comment est-ce que l'écriture de Matt Reeves, je lance sur ta fiche Aurel, je vois The Batman surligné en 2019, Matt Reeves à l'écriture, le développement de l'histoire, le personnage, sur un blockbuster comme ça, vous en pensez quoi? Moi je trouve ça solide. Je trouve que vraiment c'est une volonté de continuer dans une direction qui est pas la direction la plus vendeuse qui soit. Je pense que ça reste, je trouve, assez exigeant comme blockbuster. Et du coup, en matière de cohérence, etc., moi, je trouve que le gars, effectivement, c'est des écritures qui sont très solides. Et le développement, la caractérisation des personnages, il réussit quand même, mine de rien, à ce qu'on soit embarqué avec cette tribu, et puis surtout ce petit clan, là, ces 4 ou 5 qui tournent autour de César, qui sont là depuis le départ, et qui finalement vont être les témoins, encore une fois, de la légende, en fait. C'est ça qui est fou, c'est qu'ils vont être, quand tu réfléchis bien, c'est un film qui raconte la légende de César, et c'est ça qui finalement peut-être plus là où effectivement on pourrait peut-être penser que c'est un film qui nous raconterait comment l'humanité s'est effondrée, etc. C'est finalement peut-être plus une trilogie qui nous raconte la légende de César, et plus de ce personnage là, ce que moi je trouve moi j'aime bien ça, du coup, parce que faut rappeler que juste dans les premiers films, César c'est des statues, quoi, si tu veux. On est déjà dans les vieux films, etc. D'accord, si tu veux, à part des statues de lui et le fait qu'on le prie et que tu vois qu'il y a une simili-religion autour de lui, de ce qu'il a fait. C'est pas une simili-religion. Hein. Voilà, c'est un père fondateur. Voilà, tu vois, mais t'as que ça, et de film on le voit d'ailleurs physiquement. Alors Tristan, tu pourras peut-être, parce qu'effectivement moi j'ai pas revu le 2. Il y a une évolution physique. Il est beaucoup plus vieux, il a des poils blancs, il grisonne. Ça c'est très bien fait d'ailleurs. À la Logan, hein. Enfin, moi j'ai fait un parallèle avec Logan. Oui, The Last of Us aussi. C'est les poils. Ouais. Non, mais Logan, pour moi c'était le personnage un petit peu, le personnage bourru. Bourru, le mec qui sait sa fin, qui peut arriver, qui avait résolu, ouais. Il y a un petit peu de ça. Moi j'ai fait un parallèle avec Logan, et pour répondre à ta question là sur l'évolution, l'écriture, moi je trouve que c'est super bien foutu, mais jusqu'à un certain point. Je trouve qu'à un moment donné, ce film, sa fin n'est pas du tout à la hauteur de tout ce qu'il met en place jusque-là. La fin, je spoile pas, hein, je dis pas ce qui se passe, mais c'est Deus Ex Machina, c'est-à-dire le truc qui arrive de manière totalement comme un cheveu sur la soupe, et qui sert le propos de manière totalement incongrue. Ah oui, je vois sous des ondes. Et là, moi, je suis. Là, en fait, j'ai remis en cause pas tout ce que j'avais vu, c'est parce que c'est pas vrai. Et heureusement, il y a l'ultime fin, je dirais, qui fait un vrai lien avec ce que tu disais, le truc mythologique. Mais moi, là, je me suis dit, non, là, ça colle pas. Ce truc-là, il ne colle pas, et il ne permet pas d'aller jusqu'au bout du propos et de cette question de l'affrontement entre les singes et les hommes qu'on perçoit depuis le début, et qui est là et qui sous-tend même le mais qui n'est pas l'enjeu du film. Ah oui, mais c'est un vrai problème en fait. Ouais, mais c'est ça, c'est pour ça que c'est un vrai problème. C'est pour ça que moi c'est un vrai problème. Disons que qui n'est pas l'enjeu du film malgré le titre qu'il porte. C'est ça. Mais c'est bizarre. Mais moi mais bien sûr, c'est super après bizarre. tu souscris ou tu souscris pas, mais c'est très maladroit cette partie là. Moi après maladroit, sur le coup, si je vois effectivement on a eu la même réaction, je crois on s'est regardé en souriant en disant oh putain il faut résoudre un dispositif qui a été mis en place et qu'il faut essayer de résoudre. Après ce que j'aimais bien, ça manque toute la rigueur qu'il y a pu y avoir avant, et qui est amené depuis 2 épisodes. Là en fait je le trouvais
Bah non. Après, ce qui était, Bah non. ce qui était rigolo, c'est que du coup, ça pouvait aussi, en deuxième lecture, dire que finalement, en fait, l'humanité a pas besoin des singes pour disparaître. En fait, ils sont trop cons, ils sont juste trop cons. C'est comme ça que moi je l'ai pris. Et que du coup, ça résout pas la question. Encore une fois, quand tu réfléchis au film et que tu te dis qu'est-ce qu'on m'a proposé, etc., et que tu vois effectivement que voilà, après ça dépend aussi des attentes que tu avais dans ce film-là, si tu veux être guidé ou pas parce qu'il te propose. Sur l'histoire, alors autant que je dis que je trouve que les films se ressemblent d'une certaine manière, alors que vous, effectivement, vous avez pas justement, vous dites que c'est pas ce à quoi vous pourriez vous attendre. Par contre, moi sur l'histoire, je suis extrêmement déçu. Mais alors là, c'est l'histoire générale. Je vous en avais parlé avant le film, on avait pu en discuter. Quand on me parle de la planète des singes, moi je veux pas. Alors oui, effectivement, t'as le personnage iconique de César, t'as Cornelius, etc. Mais je m'attendais pas à la poche de résistance des singes dans la baie de San Francisco et qu'est-ce qu'elle va devenir au fur et à mesure. Je trouve que le sujet, on n'est pas sur la planète de l'homme contre le singe, on est sur l'histoire, justement, et c'est ce que vous dites, de cette légende de César. Et moi, c'est ce qui me gêne. C'est pas ce que j'attendais de la planète des singes. Je voulais savoir ce que devenait le sort de l'humanité. Ouais, mais justement, le titre du coup du troisième... Tu pouvais attendre, par exemple, c'est con, mais tu pouvais attendre, effectivement, dans le dernier, dans celui-là, une vraie bataille. D'autres Une singes vraie et tout ça. bataille, mais peut-être pas forcément, mais une vraie bataille, ne serait-ce qu'une vraie bataille. Moi, je pense que ça aura appauvri les choses, parce qu'à part nous donner des plans en CGI, enfin, tu vois, avoir des gros boulibouglia de champs de bataille qu'on a déjà vu 25 000 fois, je vois pas l'intérêt. Mais après, c'est vrai que tu ne traites pas l'intégralité du sujet, tu traites l'histoire de ce singe, mais pas l'histoire de l'humanité. Mais après, parce que je pense qu'on se laisse vraiment embarquer par le titre. Ouais. Et en fait, le titre, est-ce que le suprématie, du coup, le titre français est plus adapté? Mais non. Bah si. Parce que t'amènes quoi? T'arrives à la fin, à la suprématie du singe. Bah oui. Je suis même pas certain, parce que l'événement qui se produit, à mon sens, n'élimine pas l'intégralité de l'humanité. Oui, mais tu vois, sauf que... si. Mais non. C'est pas ça la question. Il y a un événement qui déglingue un certain nombre de militaires. On va pas aller plus loin. La question est, si tu veux... C'est le virus qui décime l'humanité. Est-ce que aujourd'hui, à la fin du film, tu sais ce que devient l'humanité? Est-ce que tu peux en avoir la réponse? On s'en fout, c'est pas l'objet du film. Et bah alors, oui. Mais c'est là où moi D'où ce que je disais en introduction, c'est quand même très bizarre, c'est que dans les années 60-70, tu opposes la planète des singes et tu prends fait et cause pour l'humanité, là où en définitive tu en viens à prendre fait et cause pour les singes contre les films. Donc c'est vrai que là, mais les humains, c'est une belle ramassie de salopards, quoi. C'est pas tant. Il y en a pas un pour sauver l'autre, ça c'est certain. C'est toujours un petit peu plus grisé que ça, mais malgré tout, à aucun moment tu hésites dans ta prise de position. À aucun moment. On va parler d'un personnage, le mec avec son arbalète, dont on penserait qu'il pourrait avoir une évolution un peu plus positive à un moment donné. Ça, c'est fantastique. C'est magnifique. Sans spoil. Sans spoil, mais ça c'est. Ce personnage. J'ai pas intérêt à le revoir, lui. Ce personnage est magnifique. Il tournera jamais dans mes films. Il est pas développé, mais je trouve qu'il est. C'est génial. Moi j'adore. Mais effectivement, le titre est compliqué. Maintenant, c'est une préquelle, et je pense que. Je comprends que le titre soit trompeur maintenant. C'est pas tant sur le titre que des attentes que je pouvais avoir du traitement de cette histoire. Je suis d'accord avec Aurel, moi c'est pas forcément le truc qui m'aurait intéressé. Après, sauf que ça peut s'entendre que tu. Le côté affront. Ouais, le côté baston. Le côté disparition de l'humanité. Si tu, enfin, je vois ce que Tristan veut dire. Quand tu repenses, c'est des choses un peu plus globales. Sauf que, en fait, si tu veux, ça se passe qu'en Californie. mais tu sais. Qu'est-ce qui se passe sur le reste de la planète? Mais tu le sais pas ça. Mais moi c'est ce qui me gêne. Mais est-ce que t'as d'autres singes? Est-ce que t'as d'autres éléments? Déjà, s'il y en a qui dit tu le sais et l'autre qui dit tu le sais pas, c'est que c'est pas clair. Mais non, c'est pas ça, c'est que dans le premier, en fait, tu te poses pas. Tu vois, c'est étonnant, c'est que tu te poses cette question-là pour cette trilogie-là, alors que si tu regardes les vieux, tu te poses pas cette question-là. Non, mais alors moi je pense que je me pose la question parce que j'ai vu les 3 de suite et donc du coup il y a plein de questions qui viennent à la suite qui me disent ce traitement. Ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est que ils expliquent. C'est pas la fin de l'humanité n'est pas liée à une rébellion des singes, elle est liée à un virus. Oui. Donc qui est le même virus, celui inoculé aux singes qui en fait transmis à l'homme fait que. Et en définitive, moi je trouve, c'est mon avis, que dans Suprématie, la place du virus est relativement importante et tu n'as pas besoin
d'aller plus loin pour décrire en sous-texte le sort de l'humanité. Il est présenté à plusieurs moments du film et tu sais très bien ce dont il va advenir. Certes, la menace Mais par exemple, les militaire autres animaux. dans... Tu vois, la question des autres animaux. Parce que si par exemple le virus va jusqu'au singe Ouais, et mais les rend Dans ce intelligents. cas, enfin, attends, Oui, mais non, mais- Il y a des bouquins à ce moment-là. Non mais on est d'accord, mais du coup moi je c'est pas la m'attendais à planète avoir... des animaux. Hein. Non mais je pense qu'il y a des manques très clairement. L'histoire des zèbres. zèbres, en fait, elle va pas être super intéressante. Voilà. Et c'est- la planète des girafes, les gars. Oui. Ah, ce serait cool. Des suricates. En tout cas, là, sur l'histoire, il y a quand même J'ai eu les Ewoks. Les une gaminettes. progression du personnage qui est quand même hyper intéressante et il y a un vrai traitement, il y a une vraie écriture. Aurel, tu sortais de Dunkerque en louant le fait que on te prenait pas pour un imbécile, qu'on ne vendait pas la même soupe encore et encore. Là, on est encore là-dedans. C'est-à-dire que c'est une vraie écriture avec très peu, hormis certaines choses, parce qu'à un moment donné, il faut résoudre les choses parce que c'est un film qui clôture une trilogie. Moi, je trouve qu'il y a quand même plein d'écriture, y compris sur des toutes petites scènes. Quand ils partent en chasse, ouais, c'est pas spoilé, et qui croisent le premier village venu, il y a un truc qui est hyper violent qui intervient, qui, moi, pour le coup, m'a fait beaucoup penser à The Last of Us. Dans le côté, c'est pas manichéen. Déjà le 2. Hein. Quand tu vois cette scène-là, la réaction des personnages, l'évolution, tu te dis, ok, c'est pas un Marvel, c'est pas un DC, on n'est pas là pour rire, et on cadre quand même les choses, et derrière, il y a une écriture, il y a une vraie volonté de Matt Reeves de pas éluder certains points, y compris auprès de ses héros. Et ça recoupe aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que du côté de l'humanité, il y en a pas un pour rapatrier l'autre, et il est vraiment très carré sur ce. Et en même temps, ils se sont obligés de ramener cet humour qu'il n'y avait pas dans les films. Tu vois, moi je trouve c'est toujours un décalage. Alors effectivement, il y a de l'original, mais en même temps, on revient la sur dose des trucs d'humour hyper incorporé classiques, par hyper ce lourds. petit singe. Ah, Et je me demande si ça c'est pas la concession quand même. C'est pas le genre de concession qui peut faire à un moment donné Moi, au ça m'a studio. sorti du truc. Hein. Parce que c'est vrai que la rupture de ton avec l'humour, elle est quand même assez étonnante. Et le film aurait très Incongru. bien pu fonctionner sans l'humour. Hein. Et je pense qu'il était, Oui, non, mais je suis d'accord. Vraiment... Après, moi, c'est un petit plus qui m'a pas dérangé. Comme Aurel. Ouais. Je trouve que il m'a pas dérangé. je trouve que mais ça la semble très proposition, clairement le bon. Allez, ok, on va rajouter un petit la peu d'humour parce que quand même, du le personnage. film est noir quand même. Hein. Ouais, mais et puis je pense aussi c'est peut-être un intérêt parce que si tu veux, pour adoucir un peu la présence de cette gamine. C'est un peu... voilà que Non parce que elle a d'autres elle est prise en charge par Maurice. Quel personnage. Bah oui, c'est ce gros orang-outan là tout roux. Oh là là. C'est fou, encore une fois. Tous les quatre. Hein. Enfin, les croquettes aussi. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le c'est que gorille. à aucun moment tu ne remets en cause l'existence des singes, et à aucun moment tu remets en cause l'existence du personnage. Alors on va peut-être glisser, C'est Stéphane, dingue. sur l'aspect technique Ouais, du c'est film, bluffant, la mise en scène. c'est Il n'y a bluffant. rien à dire. Techniquement, c'est bluffant, que ce soit au niveau des textures. Donc, les textures, c'est l'apparition. On voit du poil, hein. On voit pas des aplats. Voilà. Surtout il y a du poil. Enfin, c'est con, mais l'aspect mouillé. C'est ça. L'aspect mouillé dans toute la première partie du film. Ensuite, avec la neige qui est accrochée en petits flocons, et par la suite l'aspect pouilleux, l'aspect craouette dans la gadoue. Il y a tout. T'as une force aussi. Et puis pareil, moi un truc, voilà, c'est les gros plans entre les plans de rapprochés où t'avais Maurice et la petite qui discutent, où t'as des plans qui sont vraiment fixes sur Maurice, où tu vois ce grain de cuir de peau avec du pouls. Enfin, c'est ça y est, en fait, à partir du moment où maintenant, dans les effets fou, spéciaux, on arrive à faire les imperfections de la peau, et surtout pour des singes où t'imagines bien tout ce qu'il peut y avoir comme des trucs tannés, ça y est, t'y crois. Et là, on en est rendu à un moment où... c'est des Sachant vrais que le personnages. film évite l'écueil d'avoir tout misé sur César, et du coup d'avoir un peu moins de budget sur les autres personnages, donc c'est cohérent. Après, comme on le disait tout à l'heure, la technologie a évolué, dans la mesure où jusqu'à présent, Andy Serkis était en plateau pour servir de référence aux autres, et faisait la motion capture dans des studios séparés. Avec ce film-là, et le développement de la technologie auquel il participe lui-même, tout faire il fait ensemble. la motion capture en même temps sur les plateaux, live, etc. Je trouve que c'est un vrai plus. Et ce qui fait que Tu sens bien qu'ils jouent ensemble. Mais mine de rien, la technologie fait pas tout, parce qu'il y a aussi des choix que tu fais avec cette technologie. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment marqué en voyant les trois de suite, c'est cet aspect
on essaye de les rendre humains dans le déplacement, etc., qui est très compliqué, hein, pour pas rentrer dans le détail, quand on anime quelque chose, c'est compliqué de lui donner un aspect humain. Parfois, on a l'impression les images de synthèse n'ont pas de poids. Là, très clairement, ils ont réussi à donner une démarche humaine à ces singes, mais tout en restant... mais ils ont fait le parti pris de les laisser singes. Ils n'ont pas essayé de mimer l'être humain dans le déplacement. Ils ont un déplacement toujours... Ils ont un déplacement toujours un peu tu sais, animal. Il y a ce côté-là qui rend le truc hyper réaliste. C'est-à-dire que... Après, t'es pas... Attends, là, je suis pas d'accord avec toi, Sven. Parce que t'es pas au même niveau de développement. C'est-à-dire que tu sais que ce qui se passe là, en fait, n'est que le début de l'évolution du singe. Le singe va évoluer vers une sorte d'humanité. Et que tu vois derrière le Burton, c'est le remake du premier. Oui, donc forcément, on est à un moment donné où le singe marche comme un homme, s'habille comme un homme. Je dis simplement que... Quand tu compares les deux, certes, c'est pas du tout à les mêmes moments. Ils sont pas fringués, les singes là. Hein. Voilà, ça fait un peu tiep, quoi. De quoi ? Alors effectivement, la technologie n'existait pas à l'époque, mais le Burton, c'est des mecs dans des costumes de singes. Ouais, mais je trouve que artistiquement, ça tient. Mais j'aime pas le film. Non, mais d'accord, tu peux trouver le film nul à chier. Tu peux trouver le film nul. Moi, il y a un truc que j'aime sur ce film-là, c'est que je trouve que techniquement. Les mecs dans les costumes, c'est pas mal du tout. Bah oui. Notamment, c'est Michael Clark Duncan qui fait le sous-général. Ouais. Je trouve que Tim Roth Tim Roth, il est absolument génial. Il est flippant. Moi, je sais pas comprendre. Bon, en tout cas, mais toi, là, sur ce film-là, sur Suprématie, après, tout n'est pas parfait. Je trouve tu sens que il y a des plans qui sont un peu plus datés que d'autres. Donc, techniquement, il est pas. Il y a certaines incluses qui sortent. Il y a peut-être un peu d'Uncanny Valley, c'est l'aspect d'être trop réaliste au bout d'un moment au niveau notamment des visages, te sort un petit peu des choses. Donc effectivement, là, les singes prennent vie et c'est vrai que c'est extrêmement bluffant. Moi, ce qui me marque, c'est depuis Qui veut la peau de Roger Rabbit, c'est les interactions avec des objets physiques. César est à cheval, a une gourde, la tend à la gamine. Et ça marche, quoi. La gamine prend la gourde de la main de César. Donc c'est là où tu te dis, la motion capture faite en temps réel. Non, mais je veux dire, le spectateur, mais moi je vois ça et je me dis, putain, oui, mais parce que toi, t'as aussi l'œil qui dit, là, esthétiquement, c'est bluffant, mais autrement, c'est-à-dire que je pense que pour les trois quarts des gens, c'est quand j'ai pas fait gaffe à ça. C'est justement, c'est fait pour, c'est que ça fonctionne. Quand le petit singe qui fait des conneries va fouiller ses trucs et va leur montrer des petits trophées qu'il a réussi à trouver, t'as tout le décor qui s'anime, c'est donc effectivement l'incruse des singes, c'est maintenant au niveau de la mise en scène, Matt Reeves, réalisateur, on en pense quoi là sur ce film-là ? Moi j'en pense du bien. À partir du moment où il m'a apporté, où il a su, si tu veux, m'apporter autre chose et moi sa vision, j'y souscris et je trouve que toute sa mise en scène de toute façon après, moi je trouve que vraiment en y repensant même à chaud, tu vois, très clairement ce parti pris de faire de César en fait, on aurait pu écrire cette trilogie là, la légende de César, et c'est absolument, je trouve que du coup je recommencerai déjà à voir le film de cette façon là et non, moi j'ai trouvé ça, j'ai rien à dire sur la mise en scène. Alors moi je garde des images très iconiques du deuxième, c'est-à-dire très poseur, tu vois, le mec il y avait des passages, tu vois, c'est c'est vraiment ça qui me reste moi j'ai des moments très iconiques. Là il est encore mais beaucoup moins. Moi je trouve qu'on est sur, c'est beaucoup moins. Alors t'as notamment sur la plage, tu sais, quand ils sont sur la plage. Attends, je dis pas qu'il reste pas des scènes juste iconiques. à voir la scène, t'as des rappels, là la scène de la plage, tu t'attends à voir la statue de la liberté. Donc voilà, t'as quelques passages iconiques, pour autant moins. Les singes, là, je trouve de la mise en scène beaucoup plus intimiste, beaucoup moins, certaines fois, peut-être, grandiloquente, ou toi, la Fincher, quelquefois, qui se regarde, qui fait la belle image, quoi. Ouais. Donc le mec, là, je trouve, s'efface totalement derrière le propos, derrière les personnages, et du coup, a une mise en scène peut-être plus. Elle est sobre. Oui, plus sobre, voilà. Moi, je trouve ça pas du tout. Qui à mettre C'est vrai ? Je trouve qu'il y a des plans qui sont. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, je garde pas beaucoup de souvenirs du 2. Je sais pas pourquoi.
Mais là, la séquence d'ouverture, c'est la guerre du Vietnam. T'as l'espèce de travelling où il essuie depuis le haut, il redresse et tu vois la rambarde, les balles traçantes qui sont faites. T'as les singes qui se font massacrer. T'as vraiment une tronche de... Mais après, je trouve que le film, il a une certaine classicisme. Jusqu'au moment où tu as une mise en scène justement qui est pas qui est très dynamique, qui est ça veut pas dire ça veut pas dire que c'est pas de la belle image et que c'est pas bien fait. Je trouve que c'est plus sobre. C'est plus sobre. Je trouve que c'était plus sobre. Je trouve que le côté moins iconique vient aussi alors sans spoil, de l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire était propice dans le 2 à le rendre iconique. L'histoire du 2, qui est un peu la déchéance, d'une certaine manière, pour la Renaissance, fait que forcément il est moins iconique. Il est un peu plus noir, il est un peu plus torturé, il n'est pas l'icône qu'on pouvait avoir dans le 2. Donc je pense qu'il y a quand même un parallèle à faire entre ce côté iconique et l'histoire. Après, il y a se venger. C'est... moi, impitoyable. Ouais, c'est ça. Moi, c'est César. Alors, la voix d'Andy Serkis, elle est magique, la présence qu'il a, mais derrière, je voyais Clint Eastwood. Enfin, je sais pas, et moi, le film m'a vraiment embarqué, la séquence d'ouverture, j'ai revu, à toute comparaison gardée, c'est le Soldarian dans la jungle. Ah ouais, c'est et on sort de Dunkerque, on a été un peu déçus peut-être du côté violent du truc, où il n'y a pas une goutte de sang dans Dunkerque. Là, il envoie les trucs, il calme, il te balance dans des décors naturels de grottes, c'est là où la chute d'eau elle est un peu moisie quand même, mais t'as tout un décor, et ensuite tu pars sur le film de vengeance où là t'as un western mais qui est impitoyable. C'est la même truc pour arriver ensuite dans le film de prison. Je le trouve effectivement, moi, poseur dans le bon sens du terme, et effectivement il est iconique parce que César dit, moi, votre leader, etc., j'ai fait le taf, vous savez où vous devez aller, maintenant je pense à ma famille et je fais ce qu'il faut, et limite je pars tout seul, et je trouve qu'effectivement il prend une aura qui est plus l'aura de leader, qui est l'aura de père de famille. Mais ça d'après ce que tu décris, c'est pas tant l'image qui te le fait parvenir comme ça, mais que l'histoire. Mais les deux, et je trouve que... moi je garde des plans en tête. Là j'ai qu'une seule envie, c'est de retourner le voir pour revoir certains détails, mais voilà, quand il se lève dans le camp et qu'il incarne cette forme de rébellion, enfin c'est un vrai antagoniste de personnage avec Woody Harrelson. C'est-à-dire que derrière c'est un personnage animé, et t'as un des mecs qui a un charisme de dingue, et la scène de la rencontre, elle est dingue. Enfin, et je trouve au contraire qu'il est pas du tout dans une réalisation sobre. Et il sait mettre l'accent là où il faut, en y mettant vraiment le paquet. Et t'as des mouvements de caméra, des mouvements vraiment de création de mise en scène que moi dont j'avais pas le souvenir dans le 2. Et là, je découvre, au-delà de Cloverfield, je découvre pourquoi est-ce que on file The Batman à Matt Reeves par ce film-là. C'est un grand réalisateur. Moi, je découvre sa mise en scène à travers ce film-là, et je suis vraiment bluffé. Vraiment. Alors, oui, moi aussi, pareil, je regroupe un petit peu les avis. Il me tarde de le voir dans un vrai film de guerre, savoir ce qu'il peut en faire. Parce que mine de rien, à chaque fois les scènes de guerre sont quand même d'une grande force. Je ne spoil pas, mais les scènes de guerre, au-delà de la scène d'intro, moi m'ont quand même... il y a une violence dans ces scènes. Il arrive à donner une véritable violence qui est super intéressante. Et pas tant là sur la mise en scène, je reviens sur quelque chose. Je pensais à tout ce qu'on a pu dire. À aucun moment on a parlé du coup des jeux d'acteurs des humains. C'est très étonnant, parce que mine de rien, ils sont bien, mais on n'a pas grand chose à en dire, et je trouve que l'inquiétude qu'on pouvait avoir avant de voir le film sur est-ce que il va pas faire le rôle qu'on pouvait attendre, est-ce qu'il va pas être trop fort, finalement humains, ils sont bien. Après les humains, voilà, c'est ça. Enfin, il y en a trois. Oui, mais c'est un rôle marquant. Sans spoiler, c'est un rôle marquant. Harrelson, il est... Harrelson, mais il est bon. Là, pour moi, c'est Apocalypse Now. Toi, tu en parlais tout à l'heure, Apocalypse Now. Il flirte, mais... J'ai crois... Aurel, vous le voyez pas, parce que on est dans un podcast. Alors, on spoil pas. À un moment donné, dans le film, c'est marqué Ape Apocalypse. Oui, bien sûr. Ape Apocalypse.
Apocalypse, et le personnage d'Harrelson, bah ouais, c'est toute proportion gardée. T'es quand même on est dans bien, l'antre, mais je veux dire, schématiquement, c'est Marlon Brando, quoi. où ils sont, en plus schématiquement où ils sont. Ouais, mais ça, c'est j'ai un peu grincé des dents, mais je trouve quand il se rase le crâne. Ouais. Quand Ouais, tu mais alors, retrouves, je suis désolé. tu ne peux pas ne pas y penser. Bien sûr, mais je préfère la confrontation. infiniment ça à un film que j'ai toujours pas vu, qui est le film de John Machin, t'en parles qui est de Godzilla, où le mec il dit clairement j'ai fait un Apocalypse Now. Bah oui, vous vous souvenez pas, le Godzilla que vous avez vu? Gareth Edwards. Non, le Godzilla. King Kong. Le King Kong. Ah oui. King Kong. Le King Kong, le mec il trouve rien de mieux de dire je vais vous faire l'Apocalypse Now avec un monstre. Oui, mais il parlait de l'Apocalypse Now sur le fait que c'est la jungle, et il y a des hélicos et machin. Ouais, donc on est sur deux trucs différents de l'Apocalypse Now. Ouais, mais finalement, là c'est Là, en fait, c'est le militaire qui est ouais, ça retiré marche. au fin fond de son Et ça pourrait être, au en fin fond fait, du si monde. tu veux, c'est Colin Kurtz avant qu'il soit malade, avant la déchange de mais Kurtz. ça marche. Ah mais oui. C'est Ça marche, Kurtz, preuve en est, c'est pas la chose que tu avais envie de dire pour parler du film, ça t'a pas choqué, ça marche. Ah mais c'est pas une question de ça marche ou C'est pas. un copier-coller, certes, mais ça non, marche. mais c'est une inspiration qui est évidente. Comme tu parlais des 10 commandements, c'est une inspiration qui est évidente. Et ou Papillon, enfin tu vois, en fait il est protéiforme ce film. T'as plusieurs, c'est vraiment une poupée gigogne, voilà, t'as plusieurs trucs. Et Apocalypse Now, bah ouais. Mais voilà, moi Mais après, moi, ça me dérange pas. Hein. Si tu veux, c'était bien, mais je trouve que on a quand même été par moments, je trouve, sur le rasoir avec cette interprétation-là. Mais heureusement, il reste toujours dans les clous. Et enfin, je veux dire, il surjoue pas. Voilà, il surjoue pas et surtout, il joue très bien. À la limite. Enfin, moi, je trouvais que c'était à la limite quand même. Ouais, c'est ce que je dis, mais pour moi, on n'a pas franchi la ligne. Voilà. Donc ça reste plutôt top. Ça en fait une figure charismatique à opposer à César. Très clairement. C'est un beau rôle pour. C'est un beau rôle pour Woody Harrelson. Mais tu vois, comme je vous disais tout à l'heure, j'imaginais Woody Harrelson comme ça. Bah ouais. Comme j'imagine Clavier dans certains trucs, j'imagine comme ça. Bah voilà, il fait. Et là, pour moi, il fait du Woody Harrelson. Alors, moi, au contraire, je l'ai trouvé très sobre. Ah ouais. Notamment au niveau de la voix, notamment au niveau du phrasé, où il fait un vrai effort mais je pense de que je m'attendais à ça. prononciation et Je pense que je m'attendais à ça. de jeu sobre. Il est sobre. C'est pas non plus, tu sais, il aurait pu nous sortir le sabre truc confédéré avec le, tu vois, avec le truc, enfin, tu vois, la Texane. Il parle pas énormément. non plus. Et il y a pas mal de plans sur lui. Il y a quand même la première fois qu'on lui montre dialogue entre les deux. Ouais, mais c'est tous les jours il lui parle, hein. Tous les jours il lui parle. Quand il est sur le camp de travail, tu sais, quand la pseudo rébellion là pour le mater, il lui parle encore. Et de toute façon, les deux sont dans une confrontation physique. Et ce petit derrière, tiens, autre parallèle, Furio. Ouais, bah oui, bien sûr. C'est exactement ça. C'est exactement ça aussi. C'est pareil. Et merde, je vais me prendre une cartouche pour mes recommandations. Sinon, avis général. Du coup, Stéphane, oui, bien déçu. Si t'avais voilà. Ah non, pas déçu. Non, pas déçu. Moi, vraiment, Tu le vraiment. recommandes, Ah oui, ouais. Puis que j'ai envie de revoir avec une autre lecture cette fois, débarrassé de ce que j'attendais. Ouais. Et du coup, me laissant porter on va par. l'appeler le phénomène Baby Driver. Ouais, c'est clair. Pourquoi Parce que moi, c'est le même problème. Pourquoi tu écouteras. J'ai pas encore non, vu Baby mais voilà. Driver. Puis j'ai pas écouté votre podcast, j'ai autre chose à foutre dans ma vie. C'est un peu tout ça résumé. Sale mec. Tu vas voir un film et c'est tu pas passes le film qu'on te tout le propose. temps du film à dire mais attends, c'est pas ce que. Qu'est-ce Un bon thème de podcast, ça. Le film que t'attendais, mais c'était pas ça, quoi. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'avec Valérian, je pense qu'on n'aura pas ce problème. Allez, allez, Aurélien. Non, mais moi, à recommander, bien entendu. Bah ouais, oui, Toi moi qui aussi, l'attendais parce beaucoup. que je l'attendais beaucoup. T'es pas déçu? Je suis pas déçu du tout. Et même si j'étais, encore une fois, surpris et un peu déstabilisé. Parce que voilà, mais je remercie pour la proposition. Je trouve que moi maintenant, ça y est, les choses sont en place dans ma tête. Je trouve la continuité dans les trois, le fil conducteur qui est le cheminement de César. Et je trouve ça finalement, a posteriori, un peu culotté de nous avoir fait finalement une origin story et quelque chose sur cette figure emblématique et qui était à l'état de simple statut finalement dans les premiers et d'avoir fait c'est tellement honnête d'avoir comme fait film, ça. en fait. Voilà. C'est tellement honnête. Et donc avec le postulat ouais. de base. Moi ça me va. Je sais hyper que après je comprends ce que veut dire Tristan. Je pense qu'en plus c'est peut-être ce que beaucoup de gens se diront et se sont dit. Je pense aussi sur ce film-là en disant ça ne m'explique pas comment les choses ou la proposition qu'on fait ne me va pas.
il n'y a pas de duel, il n'y a pas de guerre jusqu'au dernier, il n'y a pas de trucs comme ça, donc ça me va pas. Donc et je pense que l'Américain moyen de 18 ans avec son paquet de popcorn et son litre de coca, je suis très content d'être comparé à l'Américain moyen. War of the Planet of the Apes, ça peut pas fonctionner. Enfin, déjà, ça peut pas fonctionner avec les 3/4 du film qui sont sous-titrés aux États-Unis. Je pense que c'est un vrai problème. Hein. Tristan. Alors, je suis très content de m'être fait comparer à un Américain moyen. Mais t'en as la tête. Non, mais c'est arrête de la coupe de cheveux de Justin Bieber là. mais c'est pas Non, ça. on va se filmer, mais moi, du coup, je te parle pour expliquer le fait qu'il fait que 300 millions face à 1 milliard. Non, mais bien sûr. Non, mais je comprends que je comprends aussi pourquoi ça m'avait pas attiré à la base. Je suis absolument pas déçu de m'y être plongé pour aller voir pour ce podcast. C'est un bon moment. Je pense pas que c'est un film que je reverrai, ou en tout cas je m'amuserai à revoir les 3 films de façon régulière. Mais c'est dès le début, je pense que j'ai senti que c'est pas ce que j'attendais et ce que j'avais vu. Moi, je vous le dis très clairement, le Burton, j'avais aimé. Je l'ai vu très jeune. Mais c'était aussi ça, ce côté, l'affrontement de l'humanité entière avec les singes. Je m'attendais effectivement à voir cette résolution-là. Donc je suis un petit peu déçu dans l'ensemble. Je le recommande parce que c'est un bon film, j'ai passé un bon moment, je me suis pas fait chier, je me suis pas emmerdé, il y a des super trouvailles, il y a des super plans, c'est un très bon réalisateur là-dessus. Mais voilà, c'est peut-être pas à mon goût, c'est pas ce que j'attendais, donc je suis pas t'aurais aimé autant... avoir qui plus d'ampleur en fait. Ouais, c'est voilà, un petit peu trop intimiste. Ouais, c'est un peu ce que je reproche. Bah oui, mais c'est ça le vrai parti pris. Et c'est le produit qui correspond pas à l'appellation. C'est pas la planète des singes, Écoute, c'est effectivement la légende de César. Non, c'est le comté des singes. Ouais, peut-être qu'en le revoyant en me disant dès le début, c'est l'histoire de César. La communauté de communes. C'est ça. Dans métropole. C'est ça. Mais c'est vraiment ça, moi. Ça se passe en Californie, c'est le point de vue californien de ce qui se passe sur la planète, et j'aurais voulu aller au-delà. Donc voilà. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose. Hein. Mais bon. Non, mais voilà. Moi, c'est un petit peu mon point de vue. Bon, toi, tu vas dire donc Gotti, donc forcément. En fait, moi, le truc, c'est que la planète des singes, je m'en fous. À la différence, moi, le truc enfin, les films de Charlton Heston, je l'ai vu, mais ça me parle plus que ça. Le Burton, je comprends pas. Je l'ai pas revu depuis que j'ai été enfant. Je l'ai vu au cinéma. Voilà, ce film est une merde. Je vois pas du tout l'intérêt. Je suis pas déçu. Comme toi, tu peux l'être, Tristan, parce que l'aspect guerre, planète des singes, etc. moi, m'intéresse pas du tout. Et de fait d'avoir le parti pris du film d'être sur des phases intimistes centré sur un personnage et l'évolution de César avec ce côté, comme tu dis, Aurel, très christique, moi, m'intéresse beaucoup plus que de voir une légion de singes en CGI avec des armures ou pas armures taper sur des... Voilà, il n'y a pas d'intérêt à partir du moment où tu as déjà eu ce type de truc. Enfin, c'est pour avoir des panneaux au Seigneur des Anneaux, ça sert à rien. Voilà. Et je pense qu'il a plutôt bien mené sa barque pour glisser le film vers ça plutôt que vers le énième film ultra démonstratif. Je dis pas que je m'attendais au truc super classique, l'histoire qu'on avait pu avoir à la base. C'est simplement que du coup, moi, je rentre dans cet univers après vous. J'ai eu moins de... Voilà, je l'ai vu plus jeune, le Tim Burton. Donc du coup, c'est vrai que je me place... Là-dessus, je rejoins sur le côté américain de 18 ans. Je me place sur la personne qui a vu pour la première fois La planète des singes en commençant par ces films-là. Il va pas comprendre pourquoi on appelle ça Planète des singes, très clairement. Il aurait pu avoir c'est pas l'aspect Planète des singes, c'est le premier mot. Le premier du titre, c'est War. Ouais, en plus. Ouais, c'est War. C'est ça. Ouais, c'est ça, en plus. Donc du coup, c'est simplement que je suis à côté de mes attentes. Reeves, il le fait à dessein. Il essaye de capter en disant venez voir War, et du coup, je vais vous forcer à voir un film qui. Tu penses ? Ah oui, je pense que mais ça, c'est encore il a une volonté exécutive, ça. Comment est-ce que tu veux ? Oui. C'est un choix exécutif, donc lui s'empare. Qu'est-ce qui est le plus vendeur ? Dire que c'est une guerre ou dire que lui éventuellement c'est une partie de poker ? Sauf que lui s'en empare pour essayer de délivrer autre chose auprès du public et d'essayer de... Je pense qu'il y a une véritable aussi volonté d'éduquer par le cinéma, et ça vient aussi de faire intervenir différents genres. On a du impitoyable, on a effectivement du Furio, il convoque plein de bouts de films, d'influences, de classiques, pour essayer de dire tu vas évoluer dans ta vision du cinéma au travers de ce film-là. Certes, tu voulais peut-être voir ce film de guerre, c'est pas du tout ce que je vais te proposer, mais pour autant, tu sortiras avec une autre vision du cinéma qui est peut-être meilleure ou peut-être plus intéressante
différentes, c'est selon. Et moi, ce que j'adore, c'est que Aurel, je reprends la comparaison que tu faisais par rapport à Dunkerque avec ce moment de cinéma en sortant du film. Effectivement, on l'a dans Dunkerque, on ne va pas rappeler, mais si vous voulez, vous écouterez le podcast sur un film qui est peut-être un peu clinique, qui a un vrai concept. Là, moi, je fais mien ces observations-là sur le fait que, voilà, moi, j'ai vu un vrai film de cinéma qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, avec de la vraie mise en scène. Je pourrais presque, au montage, couper et reprendre les paroles que t'avais, où on me prend pas pour un débile, on m'explique pas tout, parce que j'ai pas besoin de tout savoir, parce que ça m'intéresse pas, moi, personnellement. C'est pour ça que je parlais d'honnêteté, en fait. Aussi, et effectivement, on ne prend pas par la main comme les Américains ont tendance à faire ces dernières années. Et quand je disais le film pour l'Américain moyen, c'est un blockbuster. C'est un blockbuster. Le truc il est quand même marketé comme un gros blockbuster. Hein. Il sort à la période du blockbuster. Oui, c'est lui qui a ouvert le bal. Putain, c'est quand même couillu d'avoir un truc où tu dis mais ça n'a rien à blockbuster en fait. Éventuellement par les moyens mis en œuvre avec les effets spéciaux, mais c'est tout. Autrement, ça n'a rien. Mais le propos du film est intelligent, c'est sans concession. Quand il montre des choses extrêmement violente, il détourne pas la caméra. Tu voyais, tu rappelais Aurel quand il remonte l'allée en vue subjective où les singes. Ça en devient presque pénible. Hein. Les singes sortent d'une bataille, il y en a qui sont amochés. Enfin, c'est sans concession et voilà. Moi, j'en sors vraiment bluffé. Et voilà, pour moi, c'est pour l'instant un de mes meilleurs films de l'année. Je suis très très agréablement surpris. On passe au reco ? Ouais, on va faire une petite coupure et puis on va vous faire quelques recos avant de clôturer cet épisode. Alors, quelques recommandations liées Planète des Singes ou pas nécessairement à ça. On commence par toi, Tristan. Ouais, je me permets de commencer parce que je reprends ce qui vient d'être dit avant sur le côté on nous accompagne pas comme les Américains savent faire ces dernières années. Le plus souvent dans les films, c'est on nous répète 15 fois oui c'est lui le chef, oui c'est ça, et on te répète jusqu'à ce que on comprenne. Du coup, ça m'a fait penser à un film que je pourrais avoir aussi dans cette classe-là de blockbuster qui te prend pas par la main et en même temps qui est d'une honnêteté rare, on en a parlé très souvent, mais Mad Max, sur lequel c'est pareil, on revient sur une licence qui a déjà quelque chose de posé, on est exactement dans le même parallèle, c'est une licence, mais en même temps on a une vision nouvelle de la licence, on nous apporte quelque chose de nouveau, on nous accompagne pas par la main, il y a une honnêteté, il y a des choix artistiques dans les deux films, il y a de la mise en scène dans les deux films, et donc je trouve qu'il y a énormément de parallèles entre ce qu'on a pu voir dans Mad Max et ce qu'on peut voir dans cette trilogie, qui est de dire voilà, on dépoussière, on est dans l'ère du remake, hein, c'est clair qu'en ce moment on a beaucoup de remakes, on reprend des anciennes formules, mais en même temps, que ce soit Mad Max ou La Planète des Singes, on dépoussière, on apporte quelque chose de nouveau, et donc je ne peux que recommander de vous replonger dans ce Mad Max, dont on a parlé, dont on a fait aussi un podcast, mais ça m'a fait penser à ça, c'était mon parallèle recours. Stéphane ? J'aurais pu vous recommander La Forêt des Singes de Rocamadour, mais voilà, ça va pas le faire. Non, en fait, moi, le Burton... Mais c'est un parc très sympa. Mais t'as des singes magots. T'as des singes magots qui sont libérés. Bah non, bah, tu les touches pas, les machins, je pense qu'ils chic. Par contre, tu leur donnes des pop-corn. Tu donnes des pop-corn et ils viennent te servir dans ta main. Bah, c'est trop blanc. Moi, ça, c'est terminé. Il y en a deux qui dépouillent dans le sac. Il y en a deux qui fouillent dans ton sac. Ils sont bien organisés, hein. Ils sont des petits salopards. S'il vous plaît. Non, en fait, je repensais au Burton. Et c'est vraiment un film que j'aime pas. Voilà. Donc ce sera Marocco. Par contre, en fait, je recommande ce film pour une chose qui me semble, qui moi me. Estella Warren. Non, même pas. Qui m'hallucine dans ce film, et je trouve que ça c'est hyper couillu. C'est la relation velue. C'est la relation qui existe entre Marky Mark et Helena Bonham Carter. Ouais, et qui est contre nature au possible. C'est très troublante, ouais. Et que je trouve fascinante. Il boue en face. Mais non, mais je trouve ça des films qui osent franchir ce tabou. Moi j'ai en tête Splice de Nathalie qui le franchit, et voilà. Ouais. Et la Planète des Singes de mais ouais, mais alors c'est pas vraiment la enfin c'est plus complexe que ça, et non, je trouve que il vaut au moins pour ça, même s'il vaut mieux voir Splice. Même s'il faut mieux voir Splice. Aurélien.
Bah oui, non, je me suis à moitié trahi, mais du coup, comme j'ai pas beaucoup d'idées, je vais recommencer dessus. Surtout, Bah, elle est très bonne, je sais idée. pas en plus s'il connaît, si vraiment c'est connu ce film-là. Furio, film japonais de Niga. Quelque chose. Attends, je me souviens plus. Nigawama. Oshima, voilà c'est ça. Oshima, du coup 1983, avec David Bowie et aussi Takashi Kitano. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale. David Bowie, qui était un officier britannique, qui est fait prisonnier. Et en fait, il va y avoir tout un jeu entre le commandant du camp et lui de résistance passive. En fait, de Bowie pour comment résister en fait passivement, mais tout en mettant à bout son adversaire. Ça va être un espèce de jeu et de duel un peu entre les deux jusqu'à la mort de qui je le dirai pas. En plus avec Bowie est mort, on le sait tous. Hein. Avec finalement cette arrête, il y en a qui est toujours en deuil là. Et en plus avec tu parlais de tabou, mais là en fait qui est entre c'est une vraie relation. Ça va plus loin que l'affrontement, c'est-à-dire que ça devient presque une relation de séduction et d'amour-haine et presque ambiguïté homosexuelle qui est extrêmement ouais, j'ai pas de problème avec ça. Je sais que vous les Suisses c'est très compliqué dans votre pays fermé et profondément fasciste. Mais on remercie tous les Suisses qui nous écoutent depuis. Hein, on leur fait un petit coucou. Quand on a Kim Kardashian qui chante l'hymne national, on ferme sa gueule. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Donc du coup, et qui va être vraiment assez passionnant. C'est on a fait beaucoup autour de ce film-là parce que notamment le thème musical est très connu. Dès que vous aurez les premières notes, vous direz ah oui ça je connais. Après c'est un peu c'est pas un grand film non plus. Ah moi je suis pas d'accord. Je trouve que c'est un très grand film. Il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent pas. Kitano notamment, et je trouve une petite pépite dans le film puisqu'il joue le second officier. Oui, Furio c'est vachement bien. C'est un donc 83, c'est facilement trouvable, ne serait-ce qu'en VOD, voire même sur des sur ceux qui ont des box SFR, je crois qu'il est d'office, il fait partie des films que tu as en illimité de mémoire. Donc, c'est une très belle recommandation. Effectivement, je suis toujours en deuil de David Bowie, donc. Ah oui, rien à voir, d'accord. Non, recommander David Bowie, tu sais. Non, mais c'est un film qui est hyper intéressant si vous avez l'occasion de. C'est un peu austère, c'est un film qui est de 83. Il est aussi un peu. Mais il faut passer le cap et c'est assez intéressant. Moi, je vais un peu tricher. Effectivement, je vais écouter Black Star, le dernier album de David Bowie, s'il vous plaît. Lavez-vous les oreilles avec, c'est du free jazz comme on n'en fait plus. En fait, moi je vais aussi aller dans la facilité. Il y avait Cloverfield, voyez, c'est 12 Cloverfield Lane. 10 Cloverfield Lane. Que je déclare en Blu-ray. Qui est mon film de 2016. J'ai adoré ce film. Voilà, donc j'ai essayé un coup d'œil. Ça n'a pas grand chose à voir avec le côté found footage, voire film de monstre initié par Matt Reeves. Du coup, c'est intéressant de voir ce que peut faire Matt Reeves en reprenant une franchise qui ne l'a pas initiée et de l'amener vers quelque chose de finalement assez différent du matériau d'origine. Là, c'est un film qu'il a initié, qu'il a de mémoire écrit, qui a été repris et qui est maintenant sort du matériau d'origine pour aller vers un huis clos glaçant avec John Goodman. C'est un film extraordinaire qui est pas tout à fait parfait, notamment sur la fin. Mais voilà, moi c'est ma recommandation d'aller voir Matrix, très bon Cloverfield Lane. C'est un très bon film et je pense que Stéphane, tu veux... Ouais, mais ça fait quelques temps en effet que je n'ai pas compris, c'est une vanne de Tristan. Non, Keanu Reeves. Je pense qu'on pouvait faire la série de tous les Reeves qui sont célèbres au cinéma. Ce qu'on peut faire par exemple, c'est s'arrêter là-dessus. Me taire. Et non, on va s'arrêter là-dessus. Parler du Reeves. Voilà. Ah, joli. Avec Christopher. À toi. Eh ben écoutez, là-dessus, on va s'arrêter pour ce soir. Grosso modo, Cinécast valide la planète des singes.
C'est encore une fois pas forcément le film auquel vous attendrez, mais ça vaut largement le billet. Allez-y, je pense que vous allez voir un très grand film de cinéma. On se retrouvera très prochainement pour de nouvelles aventures au cinéma. Très probablement, je vois Stéphane qui gratouille et qui prend sur lui. Mais ce sera certainement Valérian qu'on chroniquera. Non, Valérian. On verra bien ce qu'il en est à ce niveau. J'ai compris. J'espère que ce soit Valérian. Oh putain. Au revoir tout le monde. Oui. On va dire au revoir à Tristan, c'était la dernière fois qu'il était avec nous. Hein. Oui. La police de l'humour va l'arrêter. Tout à fait. Elle est en bas. Elle est en bas, elle toque à la porte. Tu l'entends, la police de l'humour? Tu vas t'avoir une détention provisoire, toi. Allez, C'est salut. ceux qui sont assistés de la police des cheveux. Alors ça, c'était une vanne qui marche vachement bien au podcast. Allez, sur cette révélation implacable. Et capillaire. Voilà. On s'arrête là. Bonne soirée à tout le monde et à très vite sur Cinécast. Allez, salut. Listen to me. Don't move. I want to talk to you. Come on, sit down. Et si je te mets une balle dans la tête, hein? Qu'est-ce que tu penses de ça? Vous avez un peu abusé de la bouteille, est-ce que je vois?